Monsieur Jacques Andropoulos, vous êtes historien, directeur du département Histoire de l'Université de Toulouse-Le Mirail et spécialiste d'une époque de l'Antiquité. Est-ce que vous pouvez nous dire de laquelle? Je suis spécialiste du Maghreb antique et plus particulièrement, si on veut vraiment rentrer dans les détails, de la jonction entre la civilisation carthaginoise et la civilisation romaine. Alors, y a-t-il une spécificité à ce Maghreb antique? Oui, c'est un sujet vraiment très vaste, hein. Mais ce qui fait au fond la spécificité du Maghreb antique, c'est qu'on y retrouve tous les éléments civilisationnels méditerranéens. C'est-à-dire que vous avez un substrat berbère, c'est-à-dire un substrat de population venu très très anciennement, entre 9000 et 6000 avant Jésus-Christ du Proche-Orient. Sur ce substrat berbère sont venus se greffer plusieurs strates civilisationnelles ultérieures. La plus ancienne, c'est celle que l'on appelle la civilisation punique, c'est-à-dire une civilisation d'origine phénicienne, donc Syrie-Liban actuel, qui arrive en Afrique du Nord aux alentours de 1100-1000 avant Jésus-Christ, et dont un rameau va se développer en Afrique du Nord, et ce rameau s'appelle la civilisation punique ou carthaginoise. Par la suite, donc, à partir de 146 avant Jésus-Christ, et sur un intervalle de 2 siècles, les Romains progressivement s'installent, et donc installent la civilisation romaine jusqu'à l'arrivée des Vandales en 430 après Jésus. Alors, ces Phéniciens qui s'installent, c'est pour faire du commerce? Bon, traditionnellement, on a une image de commerçant qui colle un petit peu à la peau des Phéniciens. On ne sait pas exactement quelles sont les raisons qui ont poussé les Phéniciens à venir, entre autres, en Afrique du Nord. Ils étaient par ailleurs déjà arrivés antérieurement, semble-t-il, en Espagne. Mais effectivement, on les perçoit à travers essentiellement le commerce. Et on a un petit peu l'impression qu'ils ont cherché, d'une part, à contrôler les points les plus intéressants du point de vue des matières premières, c'est-à-dire l'or, l'argent du détroit de Gibraltar, et aussi les possibilités de pêche qu'on trouvait dans la région. Par la suite, ils semblent avoir contrôlé les points de passage maritimes entre les diverses régions de la Méditerranée, le détroit entre la Tunisie et la Sicile, par exemple. Et une fois contrôlés les points d'aboutissement ou les points de départ des matières premières, les principales voies de communication maritime, eh bien, ils vont meubler les espaces intermédiaires en s'installant sur les côtes, sur la côte de l'Afrique du Nord et sur la côte de l'Espagne. Alors, les Phéniciens cohabitent avec les Berbères. Comment se passe leur relation ? Alors, on n'a pas tellement de sources sur la question, hein. Mais disons que la légende de fondation de Carthage, qui nous raconte comment la reine Didon est partie de Phénicie pour s'installer à Carthage, est très significative et elle nous montre des rapports extrêmement ambigus. C'est-à-dire, d'une part, une sorte de méfiance réciproque, hein, qui n'exclut pas la ruse dans les rapports, mais d'autre part une sorte de fascination, dans la mesure où le roi berbère local, après avoir laissé donc avec beaucoup de méfiance s'installer la reine Didon, finit par lui demander de l'épouser. Et c'est peut-être assez emblématique des rapports qui pouvaient exister, qui étaient à la fois des rapports de complémentarité économique, de complémentarité culturelle, de métissage au bout du compte, mais combien de temps a pris ce métissage, on ne sait pas, et en même temps de domination, dans la mesure où quand les Carthaginois l'ont pu, ils ont toujours dominé par la force. Mais en même temps, il y avait une sorte de fascination réciproque et le métissage a, somme toute, très bien marché. Après les Phéniciens, les Grecs s'installent aussi. Alors, il ne faut pas séparer les strates de manière aussi nette, hein. Disons que tout au long de cette présence phénicienne, vous avez par le biais du commerce, par le biais de la guerre, toutes sortes de populations qui viennent s'installer en Afrique du Nord. Vous avez des Grecs qui viennent en tant que militaires, vous avez des Grecs qui viennent en tant que commerçants, ils viennent de Sicile, ils viennent de Grèce même. Vous avez des Orientaux également, des Phéniciens de deuxième ou troisième génération qui viennent s'installer également. Ce qui fait qu'on a à Carthage même une ville extrêmement cosmopolite. Et ce cosmopolitisme met un certain temps à gagner l'intérieur des terres qui reste lui plus fondamentalement berbère. Mais une ville comme l'actuelle Constantine, l'ancienne Cirta, montre très bien à travers ses sanctuaires, hein, mais pour une époque assez tardive c'est vrai, mais montre bien la présence d'étrangers, grecs ou même italiens, qui finissaient parfois par montrer une certaine dévotion vis-à-vis de dieux berbéro-carthaginois. Ensuite, donc, peut-on parler de la colonisation romaine ? Ensuite viennent les Romains, mais les Romains étaient déjà présents par le commerce, hein, auparavant. Et effectivement, il y a eu une lutte très très rude entre Rome et Carthage pour la maîtrise de la Méditerranée occidentale, ce qu'on appelle les guerres puniques, entre 264 et 146 avant Jésus-Christ. Et ces affrontements s'achèvent par la prise et la destruction brutale de Carthage par Rome. On ne sait pas d'ailleurs exactement pourquoi. Hein. Ça reste quelque chose de très discuté. Bref, au bout du compte, les Romains s'installent à la place de Carthage en Afrique du Nord et finissent progressivement, mais sur un espace de 2 siècles. C'est très long.
par dominer la Numidie, ce qu'on appelle la Numidie, c'est-à-dire la partie orientale de l'Algérie actuelle, puis ensuite la partie occidentale de l'Algérie et le Maroc, ce qu'on appellera la Maurétanie. Et donc on a au fond trois ensembles dans l'Afrique romaine, un ensemble qui correspondrait grosso modo à la Tunisie actuelle, qu'on appelait l'Afrique proconsulaire, qui était extrêmement romanisée, la région la plus romanisée des trois. On a une région intermédiaire qu'on appelle la Numidie et la Maurétanie césarienne, qui correspond à l'Algérie, où là vous avez une région côtière extrêmement romanisée, une avancée relative vers l'intérieur des terres, mais où assez rapidement le système de la cité qui était promu par les Romains se heurte au système tribal traditionnel berbère. Mais avec, évidemment, je présente les choses de manière un peu caricaturale, il y avait toutes sortes, là encore, il y avait toutes sortes de métissages, toutes sortes d'accommodements entre le système de la cité gréco-romain et le système tribal. Alors, vous parlez de système tribal et de système de la cité. Est-ce que les Romains innovent ? Les Romains se coulent finalement quand ils arrivent dans un système de la cité déjà très largement préparé par les Phéniciens et les Carthaginois. Disons que le système de la cité tel qui est à l'origine de notre propre conception de la cité est introduit par les Phéniciens qui connaissaient ce système-là. Ce qui fait que quand les Grecs à titre individuel ou les Romains à titre de dominateurs arrivent, ils n'ont au fond qu'à se couler, en ce qui concerne en tout cas les côtes, dans un système de la cité qui a été très largement préparé et diffusé par les Carthaginois. Eux n'ont fait qu'amplifier le mouvement vers l'intérieur des terres en répandant encore davantage ce système de la cité parmi des populations qui étaient antérieurement tribales.